Quelle est la place de la famille dans la politique sociale de l'Union européenne? Voilà la question sur laquelle j'ai réfléchi pour cette contribution. Et dans un premier temps, le premier constat, qu'on peut faire, je crois, sur cette question, c'est de constater que la famille n'est pas l'objet de la politique sociale de l'Union. Alors évidemment, c'est facile à dire, mais c'est assez rapidement vu, surtout si on met de côté la libre circulation des personnes et en particulier la coordination des systèmes de sécurité sociale où effectivement on trouve des questions qui concernent la famille pour ce qui concerne les prestations familiales. Mais si on laisse cette question de la libre circulation des personnes de côté, on s'aperçoit très vite que la politique sociale n'a ni pour but de définir la famille, ni pour objet de conférer des droits ou des obligations à la famille en tant que telle. Donc le sujet pourrait être assez rapidement clos, mais ce serait certainement parler un peu vite parce que, on sait que, dans le droit de l'Union européenne et dans la politique sociale en particulier, il y a une place, très grande qui est faite, au principe de non-discrimination et d'égalité et en particulier à la non-discrimination à raison du sexe et plus marginalement à la non-discrimination à raison de l'orientation sexuelle et on suspecte immédiatement que ces 2 dimensions de la non-discrimination, ces 2 aspects, vont jouer un rôle, avoir une influence sur la famille telle qu'elle est conçue par l'Union européenne. Alors, je distingue dans ma contribution assez nettement les 2 aspects, disons 2 aspects, l'incidence de l'égalité des sexes, pardon, sur la vie familiale et je crois qu'elle est très nette, et évolutive. Et puis, l'influence, de la non-discrimination à raison de l'orientation sexuelle sur la conception de la famille, sa modernisation, sa transformation et là, je crois que les effets sont beaucoup plus modestes. Alors sur le premier aspect, qui est l'incidence de l'égalité des sexes sur la vie familiale, il y a un mouvement, une évolution que je crois qu'on peut voir, et que j'ai essayé de montrer dans ma contribution, qui est d'un premier temps, une première étape, une peut-être génération, des mesures et de la jurisprudence de l'Union, qui a consisté à favoriser très nettement, heu, avec une force et une convergence, des différentes actions et des différentes interprétations, la participation des femmes à l'activité professionnelle. Alors on peut prendre juste quelques exemples, mais par exemple en autorisant le travail de nuit, en permettant le travail de nuit des femmes, en protégeant les femmes, et assurant leur maintien dans l'emploi en cas de grossesse, en assurant un retour, dans des bonnes conditions, dans l'emploi après, la grossesse et la maternité, en assurant l'égalité des salaires des hommes et des femmes, tout un ensemble donc de mesures visant à propulser les femmes dans le champ de l'activité professionnelle, à favoriser cette intégration. Puis il y a aussi, et c'est un 2e temps je crois, une manière de prendre en compte la vie familiale dans l'activité professionnelle. C'est vrai que c'est aussi pour favoriser l'activité professionnelle des femmes, mais c'est pas un mouvement un peu différent qui consiste à favoriser les formules que la législation actuelle appelle les formules souples de travail, notamment le travail à temps partiel, pour que, le travail se transforme en lui-même, les femmes puissent participer davantage à l'activité professionnelle. Puis il y a le dernier moment qui est le moment, le plus actuel, qui consiste pour le droit de l'Union à se réorienter, pour ce droit de l'égalité des sexes à se réorienter, de sorte que, ce n'est plus la participation des femmes à l'activité professionnelle qui est seulement favorisée, mais c'est aussi la participation des hommes à l'activité familiale. Donc on voit là qu'il y a un mouvement du droit de l'Union qui pousse à une certaine transformation, des rapports entre vie professionnelle et vie familiale et qui par là, a une incidence, sur la famille. En ce qui concerne la contribution de la politique sociale à une nouvelle conception de la famille, peut-être à une redéfinition du couple, de la parentalité, alors là, les effets me paraissent beaucoup plus limités. Alors certes, il y a les droits sociaux qui sont reconnus aux couples de même sexe et à ce sujet, une évolution de la jurisprudence de la Cour pour finir par affirmer, très clairement que, les droits, sociaux, notamment les droits qui sont, reconnus, par l'entreprise, aux membres du couple, au titre de la famille, ces droits sociaux doivent être reconnus
de la même manière aux couples de sexes différents et aux couples de même sexe, notamment ceux qui sont liés par un partenariat civil. En revanche, quand on regarde la jurisprudence de la Cour, et c'est vrai qu'elle n'est pas très fournie, cette jurisprudence, mais lorsqu'on regarde la jurisprudence de la Cour sur les nouveaux modes de procréation, en particulier en ce qui concerne, le droit au congé de maternité des mères, commanditaires, lorsqu'il y a eu recours à une mère porteuse, eh bien cette, jurisprudence est plutôt frileuse, et ne s'avance pas beaucoup, dans ce domaine. Ce qui m'amène à conclure que, le premier aspect lorsqu'on essaye de faire le lien entre famille et mmh et politique sociale de l'Union, c'est qu'il y a pas des liens et des jonctions très évidentes parce que le champ de la politique sociale de l'Union, c'est un champ relativement limité et que, la conception de la famille et les droits de la famille n'y sont pas initialement présents. Ce n'est qu'indirectement et pour d'autres fins que finalement, la vie familiale se trouve, au cœur, de l'égalité des sexes dans son dernier développement. Alors c'est vrai que lorsque le lien entre vie familiale et travail se trouve assez nettement affirmé et reconnu, établi, alors la politique sociale de l'Union se montre, assez capable finalement de bousculer des modèles traditionnels et de le faire au nom de la participation de l'individu à l'activité économique. Ce qui peut impliquer, aussi de faire participer, par exemple, les membres, du couple à égalité aux charges de la famille. Et le troisième élément de la conclusion, c'est que sur les questions les plus sensibles, comme, la procréation médicalement assistée, celles qui restent des questions sensibles, peut-être aujourd'hui, particulièrement dans l'Union, la Cour de justice ne s'avance pas trop et je crois qu'elle le fait, assez peu parce qu'elle préférerait que ces questions soient résolues par le législateur de l'Union.